C'est une page de l'histoire du 21e siècle qui vient de se tourner. Après plus d'un demi-siècle d'embargo, les États-Unis et Cuba ont fait le choix de la réconciliation. Un rapprochement historique annoncé simultanément le 17 décembre dernier par Barack Obama et Raúl Castro. Dans la foulée, des négociations entre officiels américains et cubains ont débuté la semaine dernière à La Havane. Sur l'île communiste, pas encore de produits made in USA ou encore d'accès libre à Internet. Et si en 2015, Cuba devrait accueillir de très nombreux touristes américains, il faudra d'abord que Washington et La Havane parviennent à surmonter 60 ans d'animosité. Cette semaine, dans Focus, on vous emmène à Cuba. Todos somos americanos. Nous sommes tous des Américains. Voilà le message historique adressé par Barack Obama au peuple cubain en décembre dernier, alors qu'au même moment, son homologue cubain, Raúl Castro, annonçait la normalisation des relations diplomatiques avec les États-Unis. Une journée historique qui a mis fin à 5 décennies de guerre froide. Et pour évoquer ce rapprochement, on va rejoindre, si vous le voulez bien, Liliane Manzor de l'Université de Miami. Bonsoir Liliane, vous êtes professeure associée spécialiste de Cuba. Bonsoir. Merci à vous. Alors, quels vont être les effets politiques et économiques de cette levée progressive de l'embargo américain ? La levée de l'embargo aura des effets généralement positifs sur Cuba, pour plusieurs raisons. Premièrement, cela va clairement faire avancer l'économie, mais au-delà de cela, je pense que ça va donner aux Cubains un espoir pour leur avenir. En plus de ça, ils n'auront plus la fameuse excuse de dire que la situation est mauvaise à Cuba à cause de l'embargo. Ils devront prendre les choses en main. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en offrant une nouvelle manne financière à Cuba, eh bien, les États-Unis vont en quelque sorte légitimer un régime autoritaire ? Écoutez, le régime cubain est totalitaire, mais il est certainement moins totalitaire que les régimes de beaucoup d'autres pays avec lesquels les États-Unis ont des relations diplomatiques et qui sont même des alliés proches des États-Unis. Et sur la question de la liberté d'expression, de la persécution d'opposants, je ne dis pas qu'il n'y en a pas à Cuba, mais ce n'est pas aussi dramatique que ce qu'on entend dire aux États-Unis. Tout n'est pas noir ou blanc. Après plus d'un demi-siècle de propagande anti-américaine sur l'île communiste, qu'est-ce que pensent finalement les Cubains des Américains ? Je ne pense pas que les Cubains ne voient les Américains d'une manière différente maintenant. C'est vrai qu'il y avait de la propagande anti-américaine partout, mais au bout du compte, le peuple cubain a tout de même des liens étroits avec le peuple américain, et ils veulent renforcer ces liens. Donc, lorsqu'il s'agit des relations interpersonnelles entre les gens, tout va bien. Et je ne pense pas que cela va changer. Ce qui va, on l'espère, changer, c'est le discours officiel vis-à-vis des États-Unis. Vous l'avez déjà entendu avec le discours de Raúl Castro le 17 décembre. Liliane Manzor, un mot sur le timing de ce rapprochement. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est Barack Obama qui a voulu laisser une empreinte majeure de son passage à la Maison-Blanche avant la fin de son mandat ? Pourquoi maintenant ? Je pense que le président Obama veut en effet laisser derrière lui un héritage de diplomatie et d'engagement. Il veut construire un monde plus pacifique par la diplomatie et l'initiative, au lieu de moyens violents. La question n'est pas vraiment pourquoi maintenant, mais plutôt si pas maintenant, alors quand ? Dernière question, Liliane Manzor, est-ce que vous diriez que Cuba est assez mûr aujourd'hui pour s'ouvrir à la culture occidentale, un peu comme Berlin-Est s'était ouvert après la chute du mur de Berlin ? Cuba est déjà plutôt ouvert sur l'Occident. Est-ce que cela va être comme Berlin de l'Est ? Probablement, oui. Plus comme Berlin de l'Est plutôt que comme les autres pays de l'Union soviétique. Mais vous savez, lorsqu'on s'ouvre à l'Occident, lorsqu'on s'ouvre à un nouveau système économique, il y a des choses sur lesquelles il va falloir faire des compromis. Est-ce que ce sera l'éducation, la culture, les soins médicaux gratuits pour tous ? On ne sait pas encore, mais je pense que les Cubains auront quand même du mal à abandonner ces avantages-là. Liliane Manzor, à l'Université de Miami, merci pour cette analyse. Merci de m'avoir invité. David Daniel a 30 ans, il est né à Cuba, mais il y a 2 ans, il a décidé d'émigrer en Israël. Les Israéliens ont découvert ses talents de chanteur et de musicien parce qu'il a participé à l'émission The Voice ici en Israël. Et il est avec nous ce soir. Bonsoir David. Merci de m'avoir invité. Alors David Daniel, qu'est-ce qui pousse un jeune Cubain à quitter son pays et à émigrer en Israël un beau jour ? Premièrement, j'ai passé presque toute ma vie à Cuba, dans un système complètement différent que celui d'autres pays.
Je voulais faire de la musique, vivre la vie d'un artiste, ce qui est très difficile à Cuba à cause du système. Il y a aussi des avantages, bien sûr, mais il y a beaucoup de restrictions. Et puis même si c'était très difficile pour moi de quitter ma famille en tant que juif, je voulais aussi vivre près du judaïsme. Alors précisément, racontez-nous un peu la vie d'un jeune adulte dans un régime autoritaire. Les restrictions, on les sent au quotidien ? Il y a beaucoup de controverses, de polémiques là-dessus. Maintenant, on voit les discussions qui commencent entre Cuba et les États-Unis. Ils comprennent enfin qu'il faut qu'ils essayent de vivre en harmonie. Vivre avec un accès limité à Internet, c'est quelque chose d'impensable pour un jeune dans un pays occidental. Comment on gère ça à Cuba quand on a 20 ans ? C'est difficile. À Cuba, vous avez un accès à Internet très restreint. C'est un réseau qui ne vous permet pas de communiquer ouvertement avec l'extérieur. Cela change doucement. Il y a des gens qui ont Internet, mais la connexion est lente. Il n'y a pas les conditions nécessaires pour, par exemple, se filmer en vidéo, utiliser Skype. Je ne peux pas Skyper avec ma famille. Les Cubains qui vivent aux États-Unis ne peuvent pas Skyper avec leur famille. Merci David Daniel, on vous retrouvera en fin d'édition. Merci à vous, merci. Allez, le top 5 de l'actualité à Cuba, c'est tout de suite, en bref et en images. Les États-Unis ont exhorté Cuba à mieux respecter les droits de l'homme dans le cadre des discussions historiques entre les deux pays qui ont commencé la semaine dernière. Même si les deux parties ont déclaré avoir fait des progrès vers la restauration de leurs relations diplomatiques, les Cubains n'ont pas apprécié la pression faite par les États-Unis à ce sujet. Cuba a libéré 53 prisonniers politiques qu'il avait accepté de relâcher dans le cadre de l'accord de normalisation des relations avec les États-Unis. La démarche a été considérée comme une étape importante qui a donné un coup d'envoi positif aux négociations diplomatiques. Washington a dit qu'il pourrait demander la libération d'autres prisonniers politiques cubains à l'avenir. Un navire de renseignement russe s'est amarré à La Havane la veille des pourparlers diplomatiques entre Cuba et les États-Unis la semaine dernière. L'arrivée du bateau n'avait pas été annoncée par les gouvernements cubains ou russes. Le timing suscite de fortes suspicions. Certains pensent que le navire est un moyen pour le président russe Vladimir Poutine de rappeler à son homologue américain la présence de la Russie sur l'île. Même si Cuba s'attend à voir un afflux de touristes américains grâce à la levée de l'interdiction de voyage vers l'île, les autres destinations de vacances dans les Caraïbes n'ont pas encore à craindre la compétition. Selon les agences de voyage, les infrastructures touristiques à Cuba sont presque inexistantes par rapport à d'autres pays dans la région et prendront encore du temps à se développer. Cuba intéresse aussi Hollywood. Avec la normalisation des liens avec les États-Unis, l'île pourrait se joindre à la liste des destinations populaires pour les productions hollywoodiennes. Tourner des films à Cuba présente de nombreux avantages comme des sites historiques, de vieilles voitures américaines et un climat plus que favorable. Elle a permis de faire découvrir au monde entier la richesse de l'art contemporain d'Amérique latine et de la Caraïbe. Mais elle est aussi devenue incontournable sur la scène mondiale des arts plastiques. Je veux parler évidemment de la Biennale de la Havane qui fête cette année son 30e anniversaire. Pour en parler, on va retrouver en direct depuis Paris Laura Salas Redondo. Elle est historienne de l'art et elle fait partie du comité d'organisation de cette Biennale. Bonsoir Laura. Bonsoir. Alors, que nous réserve cette Biennale ? Quels vont être les artistes qui y sont exposés ? Alors, je m'occupe en fait des 5 artistes internationaux en fait, qui vont participer à la Biennale de La Havane. Mais en fait, la Biennale invite autour de 120 artistes du monde entier, dont des 5 continents pratiquement, parce qu'il y a surtout de l'Amérique latine évidemment, parce que c'est un événement avant tout qui existe depuis 30 ans à Cuba. Et c'est surtout focalisé sur l'art de l'Amérique latine et des Caraïbes. Parlez-nous un peu du thème de cette 12e édition. Alors, le concept de cette biennale, c'est assez, on va dire, particulier parce que pour la première fois, ils ne vont pas avoir un lieu physique pour accueillir tous les invités, c'est-à-dire tous les artistes qui vont participer, sinon que la biennale va se développer dans la ville même. Donc il va y avoir beaucoup de projets qui vont se faire dans la rue, dans l'instantanéité. Donc ça va être une biennale assez éphémère, mais qui essaye de chercher vraiment les personnes dans la rue, qui involucrent beaucoup des personnes. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que des artistes américains cette année vont être représentés ? Alors il y a quelques artistes la liste n'a pas encore publié, la liste officielle.
Mais c'est surtout beaucoup d'artistes de l'Amérique latine, du Mexique, du Guatemala, du Puerto Rico, de la République dominicaine. Donc il a une présence très forte de l'Amérique latine. Mais oui, il a toujours la possibilité que des artistes américains ils vont être présents. Et surtout, je pense que pour la première fois, il va y avoir une forte présence d'un public américain en fait. Alors on sait que l'art a une puissance dissidente par rapport au pouvoir. Est-ce que vous avez déjà fait l'objet d'une censure au moment de cette biennale? Alors, la biennale a été créée par les gouvernements cubains, mais elle a toujours été, depuis ses débuts, avec Lilian Janes, sa directrice fondatrice, qui maintenant elle est plus, elle a Jorge Fernandez, qui est le directeur artistique de la biennale. Et il cherche quand même à donner une liberté aux artistes. Donc c'est aussi un moment d'épanouissement où il a une liberté d'expression aussi. Donc il ne faut pas penser que tout est permis, bien sûr, comme nulle part ailleurs, mais c'est quand même un moment assez important de la culture. Allez, on va finir avec vos coups de cœur pour cette 12e édition. Alors j'ai plusieurs coups de cœur. dont un artiste cubain, on va dire que j'ai beaucoup d'espoir dans son projet parce que je trouve que ça va être assez exceptionnel. Comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est un jeune artiste cubain qui s'appelle José Yaque, qui est très talentueux, qui commence à faire à peine ses premières expositions à Cuba et maintenant il va faire une exposition en Italie à la Galleria Continua et c'est un artiste très talentueux. Après, il y a 5 artistes en particulier que je trouve que ça va être assez exceptionnel parce qu'il a Michelangelo Pistoletto, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un projet magnifique qui parle justement d'aimer la différence, une retrouvaille avec des pôles opposés, c'est le 3e paradis. Aussi, il va y avoir la présence de Daniel Buren, qui est un artiste français très important en France et dans le monde entier. Et 3 artistes indiens, dont Anish Kapoor, Shilpa Gupta et Nikhil Chopra, qui sont 13 artistes, un beaucoup plus consacrés et des autres plus jeunes et très talentueux aussi. Merci beaucoup pour toutes ces explications. À très bientôt, merci. Il est aux amateurs de cigares ce qu'un Châteauneuf-du-Pape est aux amateurs de vin. Le cigare Habano va bientôt faire son grand retour chez l'oncle Sam. Interdit de séjour depuis l'embargo, les fabricants cubains n'ont pu mettre le pied sur un marché qui a importé l'an dernier, tenez-vous bien, 318 millions de cigares haut de gamme et tous roulés à la main. Shmulik Tal, bonsoir, vous êtes expert en cigares et directeur de la publication d'un magazine spécialisé, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi le cigare cubain, finalement, devrait s'imposer dans un pays qui, au fond, a fait 100 depuis 5 décennies à peu près? Les cigares sont très demandés, et les plus demandés sont les cigares cubains. Leurs origines cubaines suggèrent qu'ils sont de bonne qualité. Pendant des années, les Américains ont fumé des cigares qui viennent d'autres pays dans le monde. La République dominicaine, Nicaragua et Honduras par exemple. Ces régions produisent des cigares de bonne qualité, mais les Américains ont toujours voulu avoir des cigares cubains. Si vous regardez les épisodes de Seinfeld sur les cigares, vous voyez à quel point ils sont demandés. Alors maintenant, les Américains pourront en profiter aussi. C'est quoi le secret du cigare cubain? Pourquoi on dit que c'est le meilleur au monde finalement? Les cigares cubains sont considérés comme les meilleurs au monde à cause du terroir. C'est la base de chaque produit, comme pour le vin, mais c'est aussi très particulier au cigare. Le terroir, c'est une combinaison de la terre, les investisseurs et les conditions climatiques qui permettent la production de bonnes feuilles de tabac. Les cigares sont fabriqués dans une région spécifique de Cuba qui s'appelle Pianer, des Rio de Baco. C'est là que le meilleur tabac du monde est produit. Il y a aussi bien sûr les secrets des marques cubaines de cigares qui savent produire des mélanges intéressants. C'est pour cela que les cigares cubains sont les plus demandés. Alors le cigare cubain, on l'a vu sur les lèvres des plus grands révolutionnaires socialistes, à commencer par le Che Guevara ou Fidel Castro, mais également sur celles de grands patrons de multinationales. Pour vous, c'est un symbole du prolétariat ou du capitalisme? Les cigares et le plaisir, ce sont 2 choses qui vont ensemble. Le cigare est un état d'esprit. C'est une expérience que l'on veut savourer. C'est un produit qui n'est pas accessible à tous et donc qui est tout de même cher. Le prix d'un cigare de qualité commence généralement à 3,50 €. Ce n'est pas une chose que l'on essaye juste pour goûter et qu'on fait pour se vanter.
Pour fumer le cigare, il faut vraiment l'apprécier, l'aimer et vouloir en faire l'expérience. Ça me rappelle le film de Charlie Chaplin, City Lights, dans lequel il fume le cigare pour paraître comme quelqu'un de riche. Mais le statut n'est pas tout, il faut adorer le cigare. Shmulik Tal, merci beaucoup pour cet éclairage. Voilà, ainsi s'achève cette émission spéciale Cuba. On va se quitter en musique avec l'un des titres de David Daniel. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vivre curieux et surtout, restez focus. À la semaine prochaine. La mañana llegó con la luz de tus ojos, con el canto de un ave que vio tu silueta, dibujando en mi rostro el color del amor con tu presencia, y no fue un sueño. La alegría regresa a mi vida de tu mano, a tu lado me espera una